Bien, rebonjour chers collègues, on va reprendre sur la proposition de loi visant à répondre à la crise du logement chez les jeunes sur le rapport de monsieur François Piquemal, discussion générale qu'on a clos tout à l'heure, et donc on va aller directement sur la discussion sur les articles, et il nous reste 20 amendements à examiner. Tout le monde est prêt? Monsieur le rapporteur? Prêt. Prêt. Article 1er, on a des amendements d'abord de suppression de l'article. Monsieur Falcon, vous nous proposez le numéro 1. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, il s'agit d'un amendement de suppression. Alors déjà, en préambule, je voulais préciser que l'Assemblée nationale est favorable à la loi SRU qui fixe un taux de logements sociaux à 25%. Nous ne souhaitons pas revenir sur ce taux, mais nous ne souhaitons pas alourdir la charge, sachant que c'est déjà difficile de tenir pour un certain nombre de communes qui n'ont plus de foncier disponible, et du fait également des contraintes qui s'accumulent sur l'immobilier avec l'augmentation des coûts de construction accrue par la RE 2020 et l'inflation sur les matières premières. Ça nous semble absolument hors de propos que de maintenir cet article qui fixe 35% d'objectifs de logements sociaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a un autre amendement de suppression de monsieur Tivoli. Vous le présentez? Oui, Monsieur le Président, chers collègues, cet article prévoit l'augmentation du taux de logements sociaux dans nos communes. Pour rappel, la loi SRU dispose déjà que les communes de plus de 3 500 habitants, comprises dans une agglomération ou une EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, doivent disposer d'au moins 25% de logements sociaux. Le renforcement et le durcissement des critères de cette loi, certes essentiels, comme le disait mon collègue, pour nos compatriotes, mais si difficilement applicables pour nos élus locaux, ne serait qu'un boulet à canon envoyé à nos communes. Tout d'abord, car les mairies ne disposent pour beaucoup d'entre elles plus d'aucun terrain constructible, sont obligées de revoir sans cesse les PLU pour arriver au seuil demandé de logements sociaux. Par conséquent, augmenter de 30 à 35% ce taux serait une catastrophe aussi bien politique, sociale qu'environnementale. En vérité, cette loi démagogique instrumentalise le sort des jeunes à des fins électorales beaucoup plus larges, et donc il convient de supprimer cet article. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Bazin me proposait une suppression, mais il n'est pas là pour le défendre. Et côté Renaissance, Madame Lemeur en proposait un. C'est Monsieur Armand qui va nous le présenter. Oui, mais merci. En effet, parce que on se demande si cet article est une cause du score électoral de LFI au sénatorial ou une vengeance. Parce que quand vous discutez avec les élus locaux, ils vous parlent, et nous le partageons tous, de la crise du logement et de la situation qui nous inquiète tous et toutes des étudiants et du logement des étudiants, et pour lequel nous avons des mesures fortes. Mais augmenter des objectifs extrêmement contraignants qui font souffrir nos élus locaux, qui sont soumis à des contraintes multiples qui sont essentielles. Moi, je suis député de Haute-Savoie, dans un territoire où il y a la loi du zéro artificialisation nette, la loi SRU, la loi montagne, la loi littoral, qui sont des lois nécessaires et que nous poursuivons comme des actions du gouvernement. Mais déplacer des objectifs de manière totalement déconnectée des capacités de nos collectivités, qui pour la plupart ne demandent qu'à construire des logements sociaux, avec des raisons dont on a déjà pu débattre ici, c'est totalement irresponsable et démagogique, et donc nous portons la suppression de cet article. Merci beaucoup, Monsieur Armand. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements de suppression, quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je regrette ce positionnement parce que dire 35% de logements publics, c'est compliqué, c'est dur. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a 2,4 millions de personnes qui attendent un HLM. Quand on vous propose d'encadrer à la baisse les loyers, c'est non. Quand on vous propose de revaloriser les APL, c'est non aussi. Par ailleurs, je sais que M. Tivoli, vous êtes dans une région où il y a beaucoup de communes et de maires particulièrement qui sont hors la loi. Qui sont hors la loi parce qu'ils ne respectent pas la loi. Ne pas respecter la loi, c'est être hors la loi. Donc vous, et moi j'en ai marre du laxisme et de l'angélisme vis-à-vis de certains maires qui ne font pas les efforts quand d'autres les font. Donc, nous sommes défavorables. Je vous rappelle quelques chiffres quand même. Le parc locatif social est saturé aujourd'hui. Les offres disponibles suffisent à peine à couvrir 12% des demandes. Et il reste, je vous l'ai dit, plus de 2,4 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. Par ailleurs, le taux d'effort pour ceux qui sont dans le marché privé est de plus en plus important, puisque les ménages à bas revenus, ça atteignait 42% de leur taux d'effort en moyenne dans le parc privé, la question du logement.
Ça représentait déjà 33% pour les plus modestes contre 28% en moyenne pour l'ensemble des locataires du privé il y a quelques années. Quand je suis né, en 1984, c'était 13% du budget qu'on mettait dans le logement. Aujourd'hui, en moyenne, c'est plus de 30%. Et dans les zones très tendues, ça va au-delà de 50%. Pour les jeunes, et je précise que c'est une PPL, ça a été dit pour les étudiants, mais pas que pour les étudiants, c'est pour les jeunes travailleurs, les jeunes en recherche d'emploi notamment. On sait que ça va jusqu'à 60% en moyenne de taux d'effort. Alors, il y a souvent l'argument, parce que je l'ai entendu, sur on n'a plus de foncier. On n'a plus de foncier, on ne peut plus construire. Sur la ZAN, zéro artificialisation nette. Déjà, j'ai envie de dire que du foncier, il peut en exister parfois, il faut voir ce qu'il en a été fait. Il faut voir ce qu'il en a été fait. Je vous prends l'exemple de Toulouse où un certain nombre de lots de foncier en pleine ville ont été vendus à de la promotion immobilière sans faire de logement social. Donc il ne s'agit pas d'un gel du foncier disponible, mais d'optimiser les fonciers déjà artificialisés. Ça demande ce qu'on appelle de la planification. Alors nous, c'est la planification écologique, mais on peut remonter à la DATAR en 1963, qui le faisait déjà sous l'impulsion de Marius Petit et de la philosophie générale du général de Gaulle, justement. On peut aussi préempter des logements existants. Et je sais qu'il y a beaucoup de vacances de logements dans les communes. À Nice, il y en a beaucoup, notamment. Mais partout dans les grandes villes, on est à 3,1 millions de logements vacants. Alors ce serait bien qu'il y ait un audit assez précis dessus pour voir ce que les communes peuvent faire et comment l'État peut les aider à se réapproprier ces logements-là. Les difficultés à atteindre les actuels taux cibles. Vous savez qu'il y a de la mauvaise volonté de certaines communes et une mise en œuvre insuffisante des leviers des sanctions à la main du préfet pour celles qui ne respectent pas la loi SRU, puisque vous en avez parlé. Donc, pour toutes ces raisons, on est bien sûr défavorable au fait que vous souhaitiez supprimer notre article 1. Voilà, j'ai fini là-dessus. Bien, on va prendre un pour un compte. Monsieur Martinet. Merci, Monsieur le Président. Du Rassemblement national à Renaissance, j'ai entendu, pour qualifier la loi SRU et les objectifs de production de logement social, j'ai entendu les mots « charge », j'ai entendu les mots « souffrance pour les communes ». Eh bien, permettez-moi de vous dire, chers collègues, que je suis en total désaccord avec ce vocabulaire. Le logement social, ce n'est ni une charge ni une souffrance pour les communes. Le logement social, c'est au contraire un moyen de loger les travailleurs essentiels et de combattre la spéculation immobilière. Et quant à la description que vous essayez de nous faire du pauvre maire qui n'arriverait pas à tenir les objectifs de la loi SRU parce que les contraintes extérieures l'en empêcheraient, dire ça, c'est faire une caricature et c'est ne pas connaître la réalité de la loi SRU. La loi SRU, c'est pas blanc ou noir. Il y a une situation intermédiaire. Vous pouvez soit être au-dessus des objectifs légaux de 25%, c'est très bien pour vous. Si vous êtes en dessous des objectifs légaux de 25%, vous êtes une commune déficitaire. Et là, si vous êtes de bonne volonté, eh bien, avec le préfet, vous négociez un plan triennal et vous expliquez comment est-ce que vous allez rattraper votre retard. Et avec ces communes-là, nous n'avons aucun problème. Une commune qui est sous l'objectif et qui se donne les moyens de rattraper son retard, prenant en compte toutes les contraintes qu'elle a, c'est une très bonne chose et l'État doit la soutenir davantage. Par contre, il existe une troisième catégorie de maires et avec eux, on ne sera pas d'accord et je vais utiliser les mêmes mots que mon collègue François Piquemal. Ce sont des maires qui sont hors la loi. Ce sont les communes qui sont ce qu'on appelle carencées par le préfet parce que c'est le préfet lui-même qui a décrété que cette commune ne respectait pas les objectifs légaux et qu'elle ne se donnait pas les moyens de rattraper et qu'elle faisait preuve de mauvaise volonté. Et donc vis-à-vis de ces maires-là, il faut être plus sévère, je le pense. Un contrepoint sur le sujet, Monsieur Falcon. Oui, je vous remercie. Déjà, je voudrais dire que je ne supporte pas votre discours de criminalisation des maires. C'est absolument insupportable, surtout dans la période qu'on vit aujourd'hui, où il y a de plus en plus de violence à l'encontre des maires. Cette violence verbale, si vous voulez, cette mise au pilori d'un certain nombre de maires qui font des efforts, qui ont des mandats qui sont de plus en plus compliqués, c'est absolument insupportable. Après, on va prendre l'exemple de Paris, qui est une ville extrêmement dense où il n'y a plus de surface constructible. Qu'est-ce que Paris, avec Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ville NUPES, ils ont préempté en masse des immeubles. Est-ce que ça a fait baisser
Est-ce que ça a fait baisser la pression sur le foncier? Est-ce que ça a amélioré la situation du logement à Paris? Je ne crois pas. Les classes moyennes sont toujours reléguées en périphérie. Les prix ont atteint des niveaux stratosphériques, que ce soit aussi bien pour la location que pour l'acquisition. Donc c'est un contre-modèle complet. Je vous remercie. Bien, je vais donc passer au vote sur ces amendements de suppression. Ayant reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui est contre? 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ils sont adoptés. Et donc ils font tomber l'article. J'ai un article additionnel après l'article 1er. Monsieur Falcon, vous nous proposez le 4. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit de créer une incitation fiscale pour encourager les bailleurs à louer à des étudiants. On sait qu'il y a certaines réticences à louer à ce public, notamment avec un risque d'impayé. C'est un public qui est extrêmement précarisé. Donc plutôt que de taper sur les propriétaires et d'imposer un encadrement des loyers, nous proposons au contraire une incitation fiscale, une baisse d'impôts pour que les bailleurs aient un bénéfice à louer aux étudiants notamment et aux moins de 25 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, alors peut-être revenir sur le propos que vous avez eu. Il n'est pas question de criminaliser les maires. Je vous réponds, Monsieur Falcon, je vous ai écouté, ayez le respect d'en faire de même. Il est question de dire qu'il y a des maires qui respectent la loi, qui s'efforcent de respecter la SRU, et que quand d'autres ne le font pas sciemment, de manière répétée, eh bien, ce n'est pas très équitable vis-à-vis des autres maires, et c'est se mettre hors la loi, tout simplement. Donc vous êtes peut-être laxiste de ce point de vue-là et angéliste. Nous sommes pour l'ordre sur cette question-là. Visiblement, vous préférez le désordre là-dessus. Pour ce qui est de votre amendement ici, il supprime les dispositions relevant les taux... Ah pardon, c'est celui-là. Ah d'accord. L'objet, c'est de créer une déduction de 30% sur les revenus locatifs pour le calcul de l'impôt sur les revenus en cas de location à un étudiant. Monsieur Falcon, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'un étudiant aujourd'hui, que j'ai rencontré il y a quelques jours, loue un 9 mètres carrés à 900 €? Est-ce que c'est normal? Et pourtant, c'est la moyenne, et c'est une moyenne basse, des loyers parisiens pour cette taille de surface. Donc, à un moment, il faut revenir à la raison, et y compris au niveau des loyers. Et ce n'est pas en faisant des cadeaux fiscaux aux propriétaires qui, on l'a rappelé avec M. Martinet ce matin, sont 3,5% à avoir 50% des logements en location, que c'est une solution. La solution, c'est de baisser progressivement les loyers pour les faire revenir à des prix raisonnables. Donc je mets un avis évidemment défavorable à votre amendement. Bien, je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. J'ai le 17 de M. Lopez Ligori. Monsieur Falcon, vous le présentez? Il est défendu. On est en discussion commune, donc on va avoir aussi le 8 de M. Tivoli, défendu. Je le Allez-y. défends. Monsieur le Président, chers collègues, les places en résidence universitaire étudiante sont de plus en plus précieuses face à l'augmentation annuelle du nombre d'étudiants en France. Si l'on souhaite avant tout s'attaquer aux problématiques du logement chez les jeunes et en particulier chez les étudiants, nous devons leur permettre de se loger à moindre frais. Par conséquent, nous devons aussi savoir avec exactitude le nombre de places manquantes afin de mener les politiques nécessaires et adéquates pour leur accueil. C'est donc le sens de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis? Oui, bien, je regrette que vous ayez peut-être pas lu notre rapport qui montre factuellement qu'il y a déjà des données chiffrées, étayées sur la situation du mal logement pour les jeunes dans notre pays, donc c'est défavorable. Merci. Je vais donc les mettre aux voix successivement. Le numéro 17, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 8, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur le 21, j'ai Madame Goulet qui avait un amendement. Monsieur Lopez, il est défendu. Défavorable? Défavorable. Je vais le mettre avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. On passe à l'article 2. J'ai d'abord des amendements de suppression de l'article. Numéro 5, Monsieur Falcon.
Oui, Monsieur le Président. Je reviens sur ce que vous disiez, parce que c'est en lien, Monsieur le rapporteur, sur cet exemple que vous citiez, ce studio, enfin cette chambre de 9 mètres carrés louée à 900 €. Je trouve ça absolument scandaleux. Mais ça traduit quoi? Un déséquilibre de l'offre et de la demande. Donc c'est-à-dire que si vous encadrez les loyers, vous pouvez essayer d'encadrer les loyers, vous aurez par des moyens détournés des propriétaires, des bailleurs qui chercheront à proposer des loyers excessifs et qui trouveront preneurs. Donc c'est un vrai problème. Donc nous sommes opposés à l'encadrement des loyers, c'est contre-productif. J'ai cité l'exemple de Paris, c'est l'exemple parfait. Il y a un encadrement des loyers qui s'applique à Paris qui est très mal respecté et finalement il y a tout un tas de subterfuges, de stratégies pour pouvoir détourner cette réglementation. Et ça rejoint une problématique beaucoup plus large qui est l'aménagement du territoire. Pourquoi tout le monde veut vivre au même endroit? Pourquoi tout est concentré dans les grandes métropoles? Pourquoi l'activité est essentiellement concentrée dans les grandes métropoles? Et il faut absolument travailler ce sujet-là parce que sinon on pourra faire toutes les mesures qu'on veut, mais on ne pourra pas résoudre la crise du logement, que ce soit pour les jeunes ou pour d'autres. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai un amendement identique. Monsieur Bazin, j'avais Monsieur Diff qui était là à l'instant, mais il n'est pas défendu. Madame Lemeur, donc c'est Monsieur Armand qui le propose. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous sommes opposés au dispositif parce que d'abord, il présente, à notre sens, un danger d'être anticonstitutionnel et donc de venir faire échouer un dispositif qui existe déjà, qui est celui de la loi Élan que nous soutenons et qui, par ailleurs, a l'avantage de distinguer entre les communes tendues et les communes non tendues. Imposer une baisse des loyers, non pas un encadrement, mais une baisse des loyers dans des communes non tendues, c'est un non-sens. Et par ailleurs, je reviens à l'objectif que vous semblez porter, et je vous attribue de le porter de bonne foi. Ce que vous voulez, au fond, c'est que nous construisions des logements sociaux dans ce pays. Mais écoutez, et des logements tout court, parce qu'il y a les logements sociaux et les logements intermédiaires, et puis les autres qui sont nécessaires, et je ne pense pas que vous ferez la distinction dans les besoins de logement. Si vous souhaitez mettre des difficultés aux maires pour construire des logements intermédiaires, si vous souhaitez appliquer une pression à la baisse sur les loyers et rendre les investissements nécessaires dans le logement non rentable, vous pouvez continuer comme ça. Et l'absence assez remarquable du groupe GDR, du groupe socialiste, du groupe Les Verts, pour discuter de cette proposition-là est à mon avis assez évocatrice de la confiance qu'ils portent à cette proposition, alors que d'habitude, ils sont très prompts à vous suivre. Je vous remercie. Donc on a ces amendements de suppression. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, je note aussi l'absence du groupe Les Républicains qui peut-être comptait voter avec nous et c'est peut-être pour ça qu'ils sont absents, pour ne pas créer un malaise dans leur perspective d'alliance avec l'un ou l'autre des autres groupes ici présents. Sérieusement, monsieur, vous dites que l'encadrement des loyers à Paris n'a pas eu d'effet. Il n'est pas parfait, il a été fait dans la loi Élan et ce n'est pas un encadrement à la baisse des loyers. C'est un encadrement visant à limiter la hausse des loyers. C'est ça, l'encadrement actuel. Ça a limité la casse, parce que de la casse, il y en a. Et c'est pour ça que nous, on propose un encadrement à la baisse des loyers pour les faire revenir à des taux décents. Et on fait une différenciation dans l'encadrement qu'on fait entre les zones tendues et les zones non tendues. C'est l'objet d'ailleurs de mon amendement. Vous savez qu'à l'heure actuelle, le dispositif tel qu'il est mis en place, c'est sur volontariat, sur demande d'expérimentation des communes. C'est-à-dire si vous avez un maire comme celui de Toulouse, M. Moudinque, qui ne veut pas encadrer les loyers alors que pourtant on tombe dans les critères, eh ben on ne le fait pas. Et du coup, les locataires toulousains n'ont même pas d'encadrement des loyers. Donc nous, on veut généraliser pour que la loi soit la même pour tout le monde, tout simplement. Et ses effets bénéfiques également. Merci beaucoup. Monsieur Martinet. Je ne peux pas m'empêcher de réagir, parce que depuis tout à l'heure, le Rassemblement national se fait le défenseur du chaos. C'était d'abord sur la loi SRU, le Rassemblement national trouvait toutes les excuses du monde aux maires qui refusent de respecter la loi SRU sur le logement social. Et maintenant, le sujet, c'est l'encadrement des loyers. Le Rassemblement national se fait le défenseur des propriétaires bailleurs qui ont des pratiques illégales qui consistent à ne pas respecter l'encadrement des loyers. Ma chère collègue, je trouve que c'est vraiment gonflé comme attitude. On vous entend d'habitude en permanence parler de sévérité, de respect de l'ordre républicain. Mais alors là, quand on parle des communes qui refusent de
créer du logement social ou des multipropriétaires. Là, il n'y a plus personne pour faire respecter l'ordre. C'est l'inverse, c'est la culture de l'excuse. Vous nous expliquez pourquoi la loi ne doit pas être respectée dans le pays. Donc moi, je le redis avec force, non seulement cette loi sur l'encadrement des loyers, elle est bonne, mais il serait peut-être temps que dans le domaine du logement, la loi elle soit respectée aussi. Que ce soit l'encadrement des loyers, la SRU, le DALO aussi. Il y a des dizaines de milliers de ménages qui sont reconnus DALO par les tribunaux que l'État devrait reloger et que l'État ne reloge pas. Donc là aussi, cette fois je m'adresse plus au service de l'État et au gouvernement. Là aussi, il serait temps de respecter la loi, y compris quand il s'agit de droits sociaux. Bien, notre expression, non. Allez-y, Monsieur Falcon. Oui, je vous remercie. Écoutez, chers collègues, vous mentez. J'ai dit au début de cette séance que nous étions favorables à la loi SRU et à ses contraintes, et également à tout ce qui est coercition, amende, etc. Nous ne souhaitons pas aggraver les sanctions, tout simplement, parce que c'est déjà assez compliqué. Donc vous pouvez dire que le Rassemblement national est pour le chaos, c'est absolument con, absolument faux. Nous avons une vision qui est complètement différente. Vous avez une vision qui est assez collectiviste du logement, c'est absolument pas notre cas. Les propositions que vous amenez ici sont, à mon avis, bien insuffisantes pour répondre à la crise du logement. Il y a un certain nombre d'effets pervers. Je les ai énoncés notamment pour ce qui est de la ville de Paris, qui a été assez pionnière dans la mise en place d'un certain nombre de contraintes. Mais vous pouvez continuer à dire des horreurs sur le Rassemblement national. Nous ne sommes absolument pas contre la loi SRU, bien au contraire, nous la défendons. Nous ne voulons simplement pas aggraver les contraintes sur les communes qui ont des difficultés à l'appliquer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur ces deux amendements de suppression, donc de M. Falcon et de Mme Lemeur, présentés par M. Armand, avec un avis défavorable de M. le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont adoptés et donc ils font tomber l'article 2. Nous passons à l'article 3. J'ai à nouveau des amendements de suppression. Monsieur Falcon nous propose le 6. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, sur l'article 3, effectivement, vous avez le mérite de souligner un problème qui est un problème de pouvoir d'achat des jeunes, un problème de pouvoir d'achat immobilier. Seulement, augmenter les APL de 150 €, ça nous semble être une solution qui crée un certain nombre d'effets pervers, notamment une inflation sur les loyers, sur les petites surfaces. Et ça, il y a plusieurs études qui l'attestent. À chaque fois que vous augmentez les aides au logement, ça fait grimper les loyers des petites surfaces, c'est factuel. Il y a également un problème d'équité, de déséquilibre de pouvoir d'achat entre ceux qui sont éligibles à cette aide et les autres. Et vous n'expliquez pas comment vous comptez financer cette mesure qui est extrêmement onéreuse. Je vous remercie. Je vous remercie. On a M. Bazin qui en proposait également un, mais qui n'est pas défendu. Madame Lemeur, présentée par M. Armand, sur le numéro 30. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense qu'on peut avoir un débat sur le niveau et sur le mécanisme des APL. Et au fond, nous, notre engagement et notre conviction, c'est que les personnes qui aient besoin des APL en bénéficient. Et c'est pour ça que notre majorité a porté la contemporanéisation des APL, c'est-à-dire éviter qu'il y ait 2 ans d'écart et qu'on touche les revenus qui correspondent aux bénéficiaires des APL. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans le dispositif que vous portez, c'est que c'est un amendement anti-redistributif. Vous allez verser 150 € de plus à tous les bénéficiaires des APL, qu'ils soient plus ou moins riches. Et vous aggravez votre cas, il y a un plafond pour l'APL. Il y a un plafond. Donc, ceux qui en ont le plus besoin, les personnes les plus précaires, toucheront moins de 150 €. Par contre, les étudiants qui sont plus aisés toucheront 150 €. Donc c'est un amendement anti-redistributif, c'est un dispositif anti-redistributif et je vous conseille honnêtement de voter pour sa suppression. Merci. Monsieur le rapporteur, êtes-vous convaincu par ces arguments? J'avoue qu'entendre Monsieur Armand nous donner des arguments de distribution des richesses, mais est-ce que vous connaissez l'universalisme des droits ? Eh bien, c'est ce que nous voulons mettre en place ici. J'espère que vous n'avez rien contre l'universalité, Monsieur Armand, je n'en doute pas. Je vous ai écouté avec grand plaisir. Mais récapitulons. Donc, vous avez supprimé l'article qui faisait en sorte qu'on atteignait 35% de logements publics, dont 5% réservés à des foyers de jeunes travailleurs et des résidences étudiantes. Vous avez fait supprimer l'article qui vise à un encadrement à la baisse des loyers
à peu près définie selon que les zones soient tendues ou non. Et maintenant, vous voulez supprimer l'article qui vise à donner une aide dans cette période de crise sociale aux jeunes travailleurs, étudiants ou demandeurs d'emploi. Quelles sont vos solutions? Moi, j'ai hâte d'avoir la loi sur le logement du gouvernement ou de la minorité présidentielle pour savoir comment vous répondez à l'urgence. Parce que là, rien ne va pour vous, mais visiblement, vous avez peu de propositions en la matière. Moi, ce que je note aussi, c'est que la loi SRU a été ici définie, ça a été dit par mes collègues, comme une contrainte. Une loi qui contraint. Mais il faut peut-être changer son fusil d'épaule et dire que le logement public peut être une chance. Il peut être une chance pour répondre à l'urgence, mais aussi pour la transition énergétique de nos bâtiments. Être les logements pilotes de la bifurcation écologique et de la rénovation thermique qu'on appelle de nos voeux. Alors ça demande de l'investissement, mais croyez-moi qu'à moyen et long terme, ça rapporte plus qu'avoir 300 000 personnes à la rue, dont 3 000 enfants, avec les soucis de santé, de frais en services sociaux, etc., que ça génère. Et je pense que là, votre focale diverge nettement de la nôtre. Alors, sur l'amendement, ces suppressions en tant que telles, je vous rappelle juste quelques chiffres. Les aides personnelles au logement sont aujourd'hui complètement déconnectées de la situation du marché locatif. Vous avez parlé de la fameuse mise en œuvre des APL en temps réel, comme vous l'aviez présenté, qui en fait a grandement fragilisé le modèle en amoindrissant la protection. D'après le premier bilan qui a été réalisé sur la contemporanéisation des aides au logement, 29,6% des allocataires ont connu une variation négative de leurs droits. Quand dans le même temps, l'Union professionnelle du logement nous informe que les aides des allocataires qui habitent dans les résidences jeunes ont baissé de 10% entre avril 2021 et l'année 2020. Donc le niveau global des aides a baissé alors que dans le même temps, les loyers, eux, n'ont cessé d'augmenter. Donc notre mesure, elle va dans le sens de rétablir un minimum d'équité et de bouffée d'oxygène pour les jeunes. Aussi, évidemment, nous sommes défavorables au fait que vous souhaitiez supprimer cet amendement. Merci. Y a-t-il des demandes d'expression? Alors, Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Juste dire à notre collègue que je ne me rappelle pas très bien, mais en 2017, quand votre majorité est arrivée au pouvoir et qu'elle a réduit les APL de 5 €, il ne me semble pas qu'à l'époque, vous aviez dit on va le réduire que pour une certaine catégorie de la population et pas pour les autres. L'argument que vous venez d'utiliser ici pour dire vous ne pouvez pas augmenter les APL pour tout le monde parce que ça profitera à l'ensemble de la population de la même manière. Donc là, je crois qu'il faudrait être un petit peu cohérent dans les arguments qu'on utilise. La vérité, c'est que cette année, vous aurez eu l'opportunité de faire en sorte que les étudiants puissent manger pour 1 € au Crous et que vous l'avez refusé, que vous avez la possibilité que les APL augmentent significativement et que vous êtes en train de le refuser. Pour le reste, dire à notre collègue du Rassemblement national sur les arguments qu'il a utilisés tout à l'heure que quand on est pour une loi, on est pour faire en sorte qu'elle soit respectée. On est donc pour faire en sorte qu'il y ait des sanctions contre ceux qui ne la respectent pas. Que si on est donc pour une loi, on est pour les mécanismes qui visent à la faire respecter. Si on est contre les mécanismes qui visent à la faire respecter, on n'est pas pour la loi SRU. Bien, Monsieur Laverne, vous souhaitez réagir? Pas tant sur cet amendement que sur une intervention que j'ai eue tout à l'heure en lien avec l'intervention du président sur le problème d'absence de colonne vertébrale du Rassemblement national en réponse à une intervention qui était faite par un collègue des bancs RN. Tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a pris le Front National en flagrant délit de scoliose, puisque ce matin, c'était l'alliance des populistes pour pouvoir encadrer l'économie, et tout à l'heure, en fait, c'était l'absence de volonté collectiviste de la part du RN. Donc sincèrement, je pense qu'on est en plein flagrant délit de scoliose. Et monsieur Picmal, puisque vous avez fait allusion à la minorité présidentielle, je préfère effectivement appartenir à la minorité présidentielle qu'à une éventuelle minorité populiste. Bien, je crois qu'on est éclairé sur les arguments des uns et des autres sur ces amendements de suppression qui ont reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Qui est contre? 1, 2, 3, C'est la 4, 5, majorité 6, 7, réfractaire. 8, 9. Ils sont adoptés. Et donc, l'article 3 est supprimé. Alors, l'article 4 est un article de gage. Donc, comme tous les 3 articles ont été supprimés, le sens d'un gage est assez limité. Mais je vais quand même le mettre aux voix. Donc, sur cet article de gage, qui gage du coup une absence d'article. Qui est pour? Qui est contre? Bon, bah écoutez, l'article 4 est supprimé. Et donc, comme tous les articles ont été supprimés, la proposition de loi de M. Piquemal est donc rejetée. Ou il faut que je la mette aux voix formellement? Non, hein, elle est mécaniquement rejetée quand tous les articles sont rejetés. C'est un gros chelem. Bien, très bien. Bah, écoutez, merci, chers collègues, pour cet examen. Et merci, monsieur le rapporteur. Bon après-midi et rendez-vous en hémicycle pour la séance. Merci.